Et donc, enchaînons avec le dernier joueur du jour. Le gros morceau, évidemment, c'est James Harden. Ouais. Attention, débat, attention. James Harden, alors 10 saisons sur la décennie, lui aussi, on n'a que des joueurs avec 10 saisons quasiment. 10 saisons sur la décennie, évidemment. 27 points de moyenne en tout sur cette décennie. 35 minutes de jeu par match. 26 800 minutes. C'est le premier total de la décennie. Le joueur avec le plus de minutes. 757 matchs. Premier total également au nombre de matchs. Donc aujourd'hui, on a eu le premier et le deuxième. Deuxième, c'est DeAndre Jordan. 4 fois MVP sur la décennie, 2015, 17, 18 et 19. Qu'il y a un problème? Non, je compte les MVP qui lui ont été volés. Non, MVP 2018, évidemment. 8 fois All-Star entre 2013 et 2020. 6 fois l'NBA First Team, c'est quand même pas mal. Plus une fois l'NBA Third Team en 2013, sachant qu'il y a le scandale de la saison 2016 où il n'est pas au NBA. Mais bref, on va pas s'attarder sur ce cas. Il a aussi été d'ailleurs 6e homme de l'année 2012 avec OKC à l'époque. Alors, pour le coup, respect, NBADraft.net, excellente comparaison. Eux, ils avaient dit un mix entre Manu Ginobili et Brandon Roy. Ouais, très bien. J'ai envie de dire, bah oui, parfait. Ouais. Pour une fois que c'est parfait. Draft Express, eux, le meilleur scénario, c'était Manu Ginobili également. Et le pire, c'était Jason Terry, Jet Terry de Dallas. Donc oui, c'est plutôt pas mal aussi. Niveau surnom, on les connaît, The Beard, évidemment. El Chapo, ça, je n'ai jamais entendu par contre, El Chapo. Jimbo Slice, je sais pas d'où il sort non plus, Jimbo Slice. Et Honey Bun. Voilà, peut-être par rapport à son poids sur la fin de la décennie, je ne sais pas. Mais bref, donc parcours sur cette décennie, lui aussi ça tombe plutôt pas mal. Draft 2009, donc au début de notre décennie, il a 21 ans et il commence un peu à prendre le pouvoir. Il est pas rookie, je veux dire. 3e année en carrière, 27 minutes de jeu par match déjà, 27 minutes de jeu par match, plus de 12 points de moyenne en sortie de banc. En playoff, c'est l'année où Casey va très loin en playoff pour la première fois. Finale de conférence contre Dallas à l'époque. 2012, du coup, 31 minutes de jeu par match, c'est l'année où il va être élu 6e homme de l'année, 6e homme qui joue 31 minutes de jeu par match, au passage. 17 points de moyenne, 4 assists. En playoff, ça ira jusqu'en finale NBA contre Miami, évidemment. Et puis ensuite, il y a le trade, l'échange à Houston, à cause d'une situation contractuelle où OKC ne voulait pas le prolonger au même tarif que les autres, parce que lui, il passait à la fin et qu'il n'y avait plus d'argent, et parce qu'il fallait donner aussi beaucoup d'argent à Kendrick Perkins, évidemment, tu t'en souviens. Donc il n'y a plus d'argent pour lui, échangé à Houston. Et à Houston, dès le premier match, en fait, ça marche, on voit que ça marche. 2013, il fait 26 points de moyenne cette année-là, 6 assists, All-NBA, 38 minutes de jeu par match. Et en playoff, l'équipe est pas top, mais ils font quand même les playoffs. Ils tombent contre OKC au premier tour des playoffs, la fameuse série où Beverley va blesser malheureusement Russell Westbrook. 2014, il y a l'arrivée de Dwight Howard dans cet effectif un peu meilleur quand même. 25 points de moyenne pour James Harden. En playoff, il tombe au premier tour contre Portland. Une série que Houston aurait dû gagner, je pense, mais c'est la série avec le buzzer beater de Damian Lillard, on la connaît. 2015, 27 points de moyenne et 7 assists. En playoff, ça va jusqu'en finale de conférence contre les Warriors cette année-là. Je vais vite parce qu'on connaît quand même assez bien James Harden. 2016, c'est l'année 100, entre guillemets, l'année 100 pour James Harden et pour les Rockets. C'est un peu le bordel aux Rockets. Lui, il est quand même à 29 points de moyenne, 7,5 assists. On rappelle, il n'est pas All-NBA avec ces chiffres-là et avec une efficacité aussi toujours aussi excellente, mais bref. Pas All-NBA puisque Houston est 8e de conférence et il tombe contre les Warriors au premier tour, évidemment. Les grands Warriors à 73 victoires. 2017, il y a l'arrivée de Eric Gordon et Ryan Anderson notamment. 29 points de moyenne pour lui, 11 assists sous Mike D'Antoni. En playoff, échec contre les Spurs au deuxième tour avec le fameux contre de Ginobili sur James Harden, justement. 2018, c'est avec Chris Paul et c'est la fabuleuse année de Houston sur cette décennie. Lui, il est à 30 points de moyenne, 9 assists. Et en playoff, ça va jusqu'en finale de conférence, évidemment, la fameuse série contre les Warriors, perdu au match 7 avec la blessure de Chris Paul. 2019, 36 points de moyenne pour James Harden. C'est plutôt pas mal. 7,5 assists également. En playoff, ça perd contre les Warriors toujours au deuxième tour. Des Warriors sans Kevin Durant en plus, sur la fin de la série en tout cas. Et puis 2020, échange Chris Paul-Westbrook et lui, il est à 34 points par match encore une fois. Toujours plus de 7 assists de moyenne également. Et en playoff, ça tombe contre les Lakers au deuxième tour. C'est pas souvent que les Lakers vont loin en playoff sur cette décennie, donc on peut le noter. Mais bref, donc oui, pour te lancer, le classement va être compliqué et très controversé, mais c'est vrai que c'est un monument de longévité au plus haut niveau, James Harden.
Ah ouais, moi à chaque fois, donc pour chaque joueur, je vais voir d'abord sur Clean the Glass un peu pour faire un point statistique et tout. Et là, c'est une blague quand tu regardes les colonnes de la page d'accueil de Clean the Glass. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site, on a les percentiles marqués de toutes les statistiques, donc où ils se classent. Entre 2012 et 2020 en usage, points par tir, assist percentage, c'est entre 98 et 100e percentile partout. Ouais. Et pendant 8 saisons, c'est incroyable. Donc tout est orange fluo, quoi. Enfin, ça te saute aux yeux. Ouais, c'est monstrueux. Alors ensuite, on peut débattre du fait que oui, il a été mis dans ces conditions-là, que tout passait autour de lui à Houston, que tout était fait autour de lui. Mais quoi qu'on en dise, du point de vue de la saison régulière, c'est extraordinaire. La décennie de James Harden, je pense qu'il n'y a pas mieux. Enfin, peut-être LeBron James. Bon, on peut débattre. Ensuite, la question va être les playoffs, bien sûr. Mais du point de vue longévité, poids offensif, influence sur l'équipe, c'est extraordinaire. Surtout, ce qui est assez impressionnant, je trouve, aujourd'hui, on a le bilan, on connaît, mais il y a une progression linéaire tout au long de la décennie. Et en fait, à chaque étape, chaque obstacle, chaque étape est passée sans souci, en fait. Dans le sens où, au début, il est sophomore, il devient 6e homme de l'année, mais en gros, le 3e homme de cette équipe d'OKC. Le step au-dessus, on le met titulaire, ça marche. Le step au-dessus, on le met héliocentrique de plus en plus, à chaque fois, ça marche. Jusqu'à même finir avec une version presque caricaturale de l'héliocentrisme extrême, hein, ultra responsabilisé à la fin. Et ça marche encore, quoi. Je veux dire, au-delà même de... Ça aussi, c'est assez incroyable. James Harden passe toute la décennie à plus de 110 de true shooting plus. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'efficacité au scoring individuel, il est toujours à plus de 10% par rapport à la moyenne sur toute la décennie. Pour te dire, des joueurs qui, en carrière, n'ont jamais fait une seule fois plus de 10% par rapport à la moyenne, on a des joueurs comme Kobe, comme Iverson, comme Tracy McGrady, comme Dwayne Wade, comme Russell Westbrook, évidemment, comme Paul George. Je crois que dans un rôle majeur, Kawhi Leonard ne l'a fait que 2 fois en carrière. Et lui, il passe toute la décennie au-dessus de plus 10% d'efficacité au scoring individuel. Donc c'est quand même pas mal, avec un pic d'ailleurs à 114, donc plus 14%, qui est l'équivalent du pic de Michael Jordan. Je le glisse comme ça. Et sur les joueurs à plus de 30% d'usage également, il n'y a que 8 joueurs qui ont fait mieux que ce score de plus 14% par rapport à la moyenne. Donc sur les gros volumes à plus de 30%, il n'y a que 8 joueurs dans l'histoire qui ont fait mieux en termes d'efficacité. Donc je peux te le dire, il y a des Shaq, Curry, KD, LeBron, Jokic, Antetokounmpo, Adrien Dantley, voilà, et Karl Malone, et c'est tout. Voilà. Donc il n'y a que 8 joueurs qui ont fait mieux que lui en termes d'efficacité, de pic d'efficacité sur des volumes à 30%. Pareil, hein, au niveau de la progression linéaire, au niveau des usages, je vous disais au début, il fait du 20%, 22%, ce qui est déjà pas mal pour un mec qui sort du banc. Ensuite, ça monte à 29, 28, 31, 32. Et puis ensuite, à la fin de décennie, complètement n'importe quoi, 34, 36, 40% d'usage, c'est n'importe quoi. Et tout en gardant d'ailleurs une même efficacité excellentissime sur des volumes de plus en plus gros. C'est peut-être ça qui est aussi assez impressionnant, quoi. Ah oui, quand même, on monte à 44% d'usage en 2018-2019, tout en ayant une efficacité incroyable, 1,25 points par tir, ce qui est insolent. Ouais, c'est presque, moi, en préparant un peu et en regardant sur Harden, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire, parce que on a tellement lu et écouté sur Harden que voilà, on est obligé de redire que c'est exceptionnel. Et que malgré tous les débats qu'il y a autour de ce joueur, qui sont en partie des débats qui tiennent du narrative, ou pas seulement, hein, bien sûr, mais il faut redire que les 8 ans là qu'il y a eu, je sais pas si on reverra ça un jour. Tellement c'est incroyable. Disons qu'il y a d'autres pics peut-être qui peuvent... je pense que des Curry sont allés au-dessus en termes de pics, quoi, mais le côté production, comme tu dis, à la fois production, longévité sur une tranche de 8 saisons, comme ça, ininterrompue, et efficacité en plus, hein, c'est pas de la production dans le vide, comme je dis, il passe toute la décennie sur un score d'efficacité que certains Hall of Famers n'ont jamais atteint, une seule fois en carrière. C'est assez dingue, quoi, ce côté longévité, ininterrompue, production et efficacité, c'est dingue. Et encore, là on parle que du scoring, mais on peut rajouter le côté créateur principal de son équipe aussi, hein, playmaking. Ouais. Mais tu vois, voilà, par exemple, on a beaucoup parlé de ces isolations un peu caricaturales, et c'est vrai que ça l'est devenu. Bon, je tiens à dire quand même que l'isolation sur les 1 contre 1 en 2018,
il est à 1,22 points par possession en moyenne pour chaque isolation. C'est tout simplement le meilleur score all-time, depuis qu'il y a les tracking data, donc depuis une dizaine d'années. Et en plus, il le fait sur 12 isolations par match. Donc voilà, il est encore premier en 2019. C'est des scores de dingue, quoi. Et je pense qu'il y a un peu un côté, et je le comprends, bah oui, mais c'est pas bien à regarder, quoi. C'est nul, les isolations. Il fait que d'un contre un, il le fait tout le temps. Alors, il fait des step back à 3 points où il y a marché, ou alors c'est chiant de regarder des lancers francs, certes, mais je suis d'accord. Sauf qu'au final, le rendu, c'est un rendu d'une efficacité extrême, quoi. Et c'est pas que, encore une fois, du scoring dans le vide ou pas efficace. C'est à la fois production, mais aussi production efficace, quoi. Et c'est l'évolution, en fait, aussi, peut-être préciser, l'évolution du score d'isolation très caricatural, c'est venu vraiment sur la fin. Enfin, je sais pas si tu as le même souvenir que moi, mais oui. Même dans les chiffres, même encore, tu vois, en 2017, avec l'équipe, avec Eric Gordon, Beverley, Ryan Anderson et tout ça, on est encore sur beaucoup un genre de pick and roll, hein, finalement, la première année de Mike D'Antoni, et c'est en fait après, dès qu'arrive Chris Paul, où ça devient beaucoup d'isolation autour de ce jeu-là, et sans doute à raison, hein, quand on voit les chiffres d'efficacité où il a été premier encore en 18, 19, 20. Et aussi, je pense qu'il y a avant qu'on commence un peu à débattre du reste, mais il a aussi participé à l'évolution du jeu et des profils, et notamment de ce style héliocentrique. C'est un des moteurs avec LeBron James, notamment de cette transition qu'on a vue vers des meneurs de jeu gestionnaires, vers aujourd'hui les playmakers à tout faire. Aujourd'hui, on a des triangles, Luka Doncic, etc. Lui a été parmi ceux qui ont été, avec LeBron James évidemment, les fers de lance de cette révolution de l'héliocentrisme. Oui, et aussi du spacing, j'allais dire à outrance, qui est péjoratif, donc pas du tout à outrance, mais l'idée qu'il fallait... que c'est pas parce qu'on était un bon shooter qu'il fallait pas avoir d'espace en plus autour de soi. Et donc, voilà, ça part avec Mike D'Antoni, bien sûr, mais le style d'Harden permettait ça, et d'associer le shoot, le drive, le playmaking, et d'en faire un hub total et complet. Alors, qui effectivement, dans les 2 dernières années, est peut-être allé à certains extrêmes... bon voilà, qui ont pu être problématiques peut-être pour Houston, mais et qui ont aussi posé la question, je pense, surtout que son histoire est toujours en parallèle avec celle de Stephen Curry, de la limite de cet héliocentrisme, ensuite au plus haut niveau, c'est-à-dire en finale de conférence ou en play-off, quand on a un joueur qui est tellement habitué à avoir le ballon en permanence que quand il l'a pas, d'un coup son intérêt devient très mineur, quoi. Oui, parce que c'est la série des Lakers en 2020, à la fin de décennie, c'est ça. Hein, ils mettent 2 ou 3 mecs sur lui. Derrière, Westbrook a pas de shoot, et le reste de l'équipe n'arrive pas à exploiter le fait que les Lakers foutent 2 défenseurs sur James Harden. Et du coup, oui, comme tu dis, en fait, il y a un manque peut-être de flexibilité avec ce style extrême d'isolation. Et en fait, quand tu bloques le mec qui fait des 1 contre 1 tout le temps, il n'y a plus grand-chose, quoi. Ouais. Effectivement. Après, pour commencer un peu à s'attaquer, là tu as commencé à le faire, mais les points un peu plus nuancés ou les critiques, par rapport au style de jeu, donc on disait, est-ce que c'est viable ou pas? J'aimerais apporter une nuance peut-être, dans le sens où je suis d'accord avec le fait que c'est pas aussi flexible que d'autres, mais en même temps, est-ce que c'est pas injuste de comparer avec Stephen Curry qui est le modèle ultime de flexibilité? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. C'est un peu en un sens comme quand on dit que Trae Young devrait être plus comme Stephen Curry, mais c'est vrai que personne ne peut l'être en un sens. Personne ne l'a été à ce point-là, d'être à la fois capable d'être ultra dominant balle en main et de tout changer à l'attaque de ton équipe en n'ayant pas la balle. C'est ce qui rend Curry unique. Je suis bien d'accord, mais j'ai souvenir quand même de moments de Harden complètement désintéressé dès qu'il avait plus la balle. Oui. Et donc il y a sans lui demander d'être Curry et de bouger partout et d'être absolument impossible à suivre pour une défense, il y a un petit juste milieu que Harden parfois n'a pas vraiment eu, alors qu'il l'avait quand il était à OKC. Au départ, il n'était pas tout le temps en balle en main, mais plus ça allait. Mais c'est le système qui faisait ça, de Houston aussi. Hein. C'était tellement organisé autour de lui que, effectivement, dès qu'il avait plus la balle, ça devenait beaucoup moins intéressant. Il semblait être beaucoup moins intéressé, quoi. Mais ça, c'est la vraie critique et l'espoir qu'on a toujours eu, je pense, sur cette décennie. En tout cas, moi, c'était le côté, il faut lui mettre un autre porteur de balle à côté. Et on l'a déjà vu jouer sans ballon à OKC, on l'a déjà vu bouger sans ballon.
On s'est toujours dit, si on arrive à lui mettre un autre porteur de balle à côté, il peut, avec un nouveau coach ou un autre porteur de balle, il peut recommencer à bouger, à être intéressant sans ballon, plutôt que juste soit j'ai la balle, soit je me repose. Donc on a toujours eu ce fantasme qui n'a jamais été réalisé, évidemment. Et même, tu vois, Chris Paul arrive pour 2018. Finalement, c'est pas tant que l'un a profité de l'autre et que les deux se sont optimisés l'un l'autre, c'était plutôt un à toi à moi, quoi. Alors, un à toi à moi efficace, parce que les deux ont fait des saisons fabuleuses d'isolation, et les deux, ou sur pick and roll également, mais il n'y a jamais eu cette synergie entre les deux, quoi. Et donc, il y a ce côté-là qui est, c'est vrai, je pense que c'est un peu à retenir. Après, sur le côté, est-ce que le style de jeu est viable? D'une part, je pense que c'est un peu injuste de comparer avec l'anomalie qu'est Stephen Curry. Et surtout, bon, voilà, ok, c'est pas parfait. En même temps, Houston a toujours été top 10 attaque NBA tout le temps lorsqu'il était là. Ouais. Donc au niveau viabilité, c'est quand même plutôt pas mal. Et sachant que même plutôt top 5 que top 10, hein, même la majorité des années, dont même 3 années d'affilée où il fait deuxième, premier et deuxième de NBA en termes d'attaque. Et ça tombe d'ailleurs avec le passage de Kevin Durant aux Warriors, d'ailleurs. Donc pile à ce moment-là, c'est James Harden et les Rockets qui sont première ou deuxième attaque de NBA à ce moment-là. Bref, plutôt pas mal. Donc il y a tout ce côté scoring en plus qu'on a dit, mais aussi pourquoi est-ce que ce style de jeu-là marche? C'est parce qu'il y a aussi le playmaking au-delà du scoring et que ça pouvait être aussi un moteur offensif d'un point de vue playmaking aussi. Hein. C'était un joueur très complet et donc voilà, un des meilleurs passeurs de NBA, etc. On va pas, tout le monde connaît, je pense, mais quelqu'un qui n'a pas forcément la créativité ou l'improvisation de certains autres comme Rubio, comme Rondo ou comme LeBron ou ce genre de joueurs-là, mais qui était un moteur de playmaking aussi, un moteur offensif de très haut niveau. Et c'est vrai que le style était moins flexible, peut-être, mais tu vois, je pense que c'est aussi, encore une fois, une critique qu'on peut faire totalement à LeBron James, par exemple. LeBron n'a jamais été non plus beaucoup plus flexible que ça, même quand il va à Cleveland, c'est plutôt Irving qui est sans ballon. Peut-être la critique qu'on peut faire, c'est pas tant sur la flexibilité, c'est de se dire, il était pas beaucoup plus flexible que LeBron James, mais peut-être qu'il était moins fort aussi dans ce style-là que LeBron, en fait. Oui, c'est vrai. Non, et puis bon, ensuite on dit ça, mais les Rockets de 2018, oui, c'est 2018, sont quand même pas loin du tout de sortir les Warriors, qui est une des meilleures équipes de tous les temps. Donc bon, évidemment, on lit ça rétrospectivement comme ayant atteint ses limites, mais c'était des limites qui étaient tellement élevées que bon, évidemment, on chipote, hein, bien sûr. Oui, tu veux dire sur le côté gagnant en playoff, il a eu des échecs, mais en même temps, il passe pas loin aussi d'éliminer cette équipe-là qui est historique. Bon, ça va, il gagne quand même plutôt pas mal en playoff, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, une équipe qui a été pendant, je me rappelle plus combien, mais des années au-dessus de 60 victoires et qui est passée à une victoire ou deux d'éliminer une des 2 ou 3 meilleures équipes de tous les temps. Bon, c'est peut-être un témoignage de la limite du système, mais bon, il faut raison garder aussi, quoi. C'est un système qui amène très 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 haut. Mais bon, alors je sais pas si tu veux qu'on lance ce débat là, mais c'est vrai aussi que les performances d'Harden ont toujours un peu baissé en play-off. Alors, vas-y, je ferai le contre-argument, vas-y. Alors, évidemment, sa production reste excellente en play-off. Mais alors c'est aussi normal que ses stats baissent vu que les défenses sont plus resserrées en play-off, c'est plus difficile de faire ce qu'il faisait quand c'est en saison régulière. Mais c'est vrai aussi, et je renvoie à l'article de Zach Lowe qui avait été beaucoup commenté à l'époque, il y a je sais pas 4-5 ans, que Harden est parfois passé à travers dans certains matchs décisifs. Et ça se voit dans les stats à chaque fois qu'il y a plusieurs fins de match où c'est comme s'il manquait d'options. Je veux pas rentrer sur le débat de il n'y a pas le mental, bon, tout ça, on n'en sait rien du tout. Mais alors tu me diras, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais par rapport à LeBron James, vu qu'on le comparait avec lui, il me semble qu'il y a plus de trous dans le bilan dans les matchs qui comptent que LeBron James. Voilà. Oui. Alors, comment l'expliquer, je sais pas exactement. Je veux pas rentrer dans les explications simplistes qui sont LeBron, il a le mental de gagneur et pas Harden, j'en sais rien du tout. Mais le fait est qu'il y a un moment où ça coince, c'est en très 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 haute altitude. Il me semble que Harden, il y a un truc qui coince un peu. Voilà. Je saurais pas l'expliquer plus, et c'est un terrain un peu miné, mais j'attends avec impatience ton contre-argument là-dessus. Non, alors, bon, évidemment, vous aurez compris que je suis peut-être un peu biaisé sur Harden, même si j'essaie quand même de vous présenter plein d'éléments assez objectifs et factuels. Mais non, alors, déjà, bon,
Sur Zach Lowe, il me semble que cet article-là avait été pas mal contesté parce qu'il voulait pas donner les données, il voulait pas transmettre les données qu'il avait utilisées et tout ça. Bon, bref. Moi, j'ai arrêté d'écouter Zach Lowe sur Harden. Je crois qu'il est parti en délire. Mais non, mais je te rejoins que l'article il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, Zach Lowe était encore bon. Bref. Oui, donc sur le côté perte d'efficacité en playoff, en fait, je suis allé regarder, en fait. 2011, il sort du banc et OKC va en finale de conférence. Son efficacité, elle monte par rapport à la saison régulière en playoff de 1,21 à 1,27. 2012, ça baisse, effectivement, mais sauf qu'en fait, la saison régulière 2012, c'est une dinguerie de James Harden. Et tu vois, ça baisse, mais ça reste encore à 1,20 de points par tir tenté. Et dans le contexte de l'époque, c'était encore très très haut, 92e centile. 2013, effectivement, ça baisse. Seule option à Houston, ça baisse. 2014 aussi, ça baisse. Je pense que 2014, c'est vraiment l'année qu'on peut lui reprocher contre Portland. Houston était très mauvais, lui compris. 2015, ils vont en finale de conférence. Ah tiens, l'efficacité en playoff, elle monte de 1,21 à 1,23. Ok. 2016, ça baisse. Il y a ça aussi, on l'a pas dit, mais en milieu de décennie, il y avait ce truc où Harden était un bon 1 an sur 2. Je sais pas si tu te souviens. Mais justement, les années paires, 2014-2016, il était pas bon. Donc bref, 2016 aussi, premier tour contre les Warriors. Oui, c'est l'efficacité qui baisse, mais bon, c'était contre la défense des Warriors de 73 victoires, etc. Bon, moi, je considère pas que c'est catastrophique que ton efficacité, elle baisse. C'est peut-être même un peu normal. Mais bref. 2017, ça baisse aussi, mais ça reste encore à un niveau tout à fait bon, je trouve. Ironiquement ou paradoxalement, ça baisse en 2018 aussi, mais pour le coup, on retient ça comme un très bon run de playoff. Enfin bref, voilà. 2019, là aussi, échec avec contre Golden State au deuxième tour sans Kevin Durant, celui-là on peut le reprocher. Et puis 2020, ça monte. Il passe, que je dis pas de bêtises, 1,27 à 1,28 en playoff. En tout cas, il se maintient. Enfin bref, au final, je trouve que il y a pas mal de fois où, enfin, c'est beaucoup plus nuancé quand même que le truc de Harden baisse d'efficacité en playoff. Il y a des séries en plus quand ça baisse vraiment, tu vois. 2014 contre Portland, 2013 contre OKC, 2016 contre les Warriors. Ok, ça baisse, mais c'est une série de playoffs, c'est 400 matchs et c'est contre des affrontements parfois qui sont beaucoup bien meilleurs que lui. Et puis il y a ce côté aussi, encore une fois, oui, l'efficacité de Kevin Durant, elle ne baisse pas. Ok, de Stephen Curry, elle ne baisse pas, mais parce que Stephen Curry est une anomalie dans le style de jeu, c'est un peu normal aussi, il me semble, qu'il y ait une certaine baisse pour des porteurs de balles. Et oui, LeBron, ça baisse pas non plus, mais en même temps, LeBron, c'est LeBron, quoi. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'en playoff, c'est loin d'être irréprochable, mais je voulais un peu nuancer quand même ce côté, parce que il y a quand même certaines années où ça va loin en playoff, et il est plutôt pas mal, voire même son efficacité, elle monte. Donc, bref. Alors, juste avant, pardon, juste pour clarifier ce que je voulais dire, je suis d'accord avec toi que c'est complètement caricatural de dire que son efficacité baisse en playoff, mais il y a toujours des moments, dans les moments les plus importants, me semble-t-il, dans les moments capitaux où c'est moins bien. Oui. Alors qu'il n'y a pas cette baisse chez LeBron, chez Curry, enfin même si chez Curry parfois, mais avec par exemple la finale, en 2012, en finale de conférence, il est énorme avec le Thunder. Ouais. C'est contre les Lakers. Les Spurs. Les Spurs, voilà. Ouais. Les Spurs. Et il fait une finale catastrophique contre Miami. Et même en 2018, la finale de conférence contre les Warriors, donc le match 7 décisif, il met 32 points, certes, mais il shoot à 12 sur 29, 2 sur 13 à 3 points, des turnovers un peu embêtants à des moments. Voilà, c'est plus là-dessus. Oui, il y a le match, la fin de série contre les Spurs aussi, où ils sont à égalité 2-2. Il y a le match 5 où ils perdent à San Antonio avec le bloc de Manu Ginobili, et le match 6 catastrophique aussi. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et je crois même que c'est sur ce match-là où il y avait dans la ligue, il y en avait qui se disaient mais il a sûrement une commotion cérébrale pour jouer comme ça. Oui, en fait, puis ça a été démenti après, mais bon. Oui. Non, mais il y avait l'argument aussi il est fatigué en saison régulière parce qu'il en fait trop et du coup il a plus de jeu en playoff. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je te rejoins aussi, je nuançais globalement, mais oui, il y a aussi des moments où tu te dis, c'est vrai que là c'est un peu décevant, là où d'autres nous déçoivent pas, quoi, peut-être. Oui, mais bon, là évidemment on chipote parce qu'on est dans l'élite de l'élite. Mais... C'est ça, ouais. Et puis quand même, on peut dire 2 mots de la défense avant de conclure. Qu'est-ce que tu pensais de sa défense sur cette décennie ? Défensivement, alors là, je peux dire un truc qui a beaucoup été dit, mais c'est un défenseur qui n'était pas très intéressé, mais aussi parce qu'il avait tout ce poids offensif à mettre sur ses épaules. Mais le système de Houston faisait que
ça neutralisait un peu ça, parce que souvent, c'est le système en switch où il se retrouvait à défendre au poste, et c'est un très bon défenseur au poste, parce qu'il est costaud, parce que voilà, il a un point de gravité, un centre de gravité assez bas, et donc du coup, dans ce système-là, ça fonctionnait plutôt bien. Bon, ensuite, c'est vrai qu'en saison régulière, notamment, je pense qu'il n'était pas à fond, quoi, mais bon, quand on a un tel poids offensif sur les épaules, c'est pas forcément très grave. J'ai pas souvenir de lui en play-off étant catastrophique défensivement. Il me semble que ça passait à peu près, mais c'est sûr que par rapport à ce qu'il était à OKC, où il était plutôt un bon défenseur, me semble-t-il, il y a eu plutôt un déclin, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a beaucoup critiqué sa défense pour ses sautes de concentration, mais pour moi, c'était pas un plus mauvais défenseur que, je sais pas, un Russell Westbrook, par exemple. Oh, je ne veux pas toucher à ce débat pour l'instant. Non, mais sur la défense, en fait, le problème pour lui, je pense, c'est qu'il y a une année, la fameuse année 2014, où ils sont pas bons et lui est pas bon. Et c'est vrai que c'est une caricature, et c'est cette année-là que sont nées certaines compilations. Oui. Et je pense que les gens ont un peu gardé en image ces compilations et voilà, cette image du mec caricaturalement mauvais, quoi. Et c'était vrai cette année-là, mais c'était pas forcément vrai ensuite, je trouve. Vas-y, je t'en prie. Puis il a un style qui fait un peu nonchalant, mais même en attaque. Donc visuellement, on n'a jamais l'impression qu'il est à fond, Harden. Puis en plus, il est pas, c'est pas qu'il est pas ultra athlétique, mais on a toujours l'impression qu'il a quelques kilos de trop. Donc il est un peu lent. En fait, c'est un peu un faux lent aussi, mais je pense que ça contribue à cette impression d'un gars qui s'en fiche un peu, quoi. Après, je vais pas avancer les arguments de ouais, mais il est excellent au poste bas et tout, meilleure efficacité de défense sur poste bas, ou ouais, il fait 3 steals par match, tu sais, comme parfois certains le font. Bon, c'est bien de défendre au poste bas quand t'es impuissant, mais ça fait pas tout, quoi. Mais je pense qu'il était quand même pas aussi caricatural que certains essaient de le vendre. D'ailleurs, si Houston arrive à développer du switch plutôt pas mal, c'est que lui tenait bien, quoi. Alors je dis pas que c'était un bon défenseur, mais il était pas mauvais, il était pas catastrophique, sans doute relâché en saison régulière comme tu disais, mais voilà, c'était pas abyssal comme certains essaient de nous le vendre, je trouve en tout cas. Et puis je pense qu'il y a aussi une petite déception peut-être du fait que en fait il était grand, il avait de très beaux atouts physiques, mais en fait il les utilisait pas, quoi. Et là où on se fait pas forcément des joueurs plus petits, on dirait pas ah mais non, il est nul en défense, il y aurait pas ce côté déception en fait de se dire bah il utilise pas ses atouts. Je pense que ça y est un peu avec James Harden, mais ok, bon, en tout cas on a fait au moins 2h30 sur James Harden, j'espère que ça va. Tu me dis si t'as d'autres choses à rajouter, on peut au point où on en est, on peut rajouter, mais non, sinon on pourra en parler 2 heures, mais il faut aller à l'efficacité, et on va le faire. Minutage de playoff, 4400 minutes, 5e total de la décennie, ça va, c'est plutôt pas mal, hein, pour un joueur qui perd souvent en playoff finalement. Et donc le classement, c'est là que tous les auditeurs se disent non, il va pas oser quand même, il va pas oser. Je te laisse la parole, où est-ce qu'on le place? Moi je le mets 2e, derrière Kevin Durant. D'accord, ok, donc devant Chris Paul. Oui, mais après avoir hésité, mais oui. Ok. Ouais. Parce que il me semble pas que Chris Paul est... Parce que moi, la réserve que j'ai tient à certaines performances en playoff, mais cette réserve, elle vaut aussi pour Chris Paul. Donc, à partir de là, je le mets devant Chris Paul. Eh bien, moi, je ne sais pas. J'ai envie de le mettre devant Kevin Durant. En tout cas, je me demande à quel point il y a débat. Oui, je le sens. Mais en fait, alors, je vais essayer de présenter l'argumentaire. Très simple, et d'ailleurs, c'est ce qui va peut-être amener à bouger Chris Paul et Kawhi Leonard. Je vais expliquer. On prend un critère de valeur cumulée sur les 10 ans. Ok. Donc, il y a cette notion de longévité. C'est pour ça que je donne de la longévité, pas mal de valeur à la longévité, c'est parce qu'en fait, on note chaque saison et on fait la somme à la fin. Le fait est que James Harden a plus de saisons que Kevin Durant. Kevin Durant a 2 années où il est blessé, sur 10. Alors, il commence très fort, hein. Kevin Durant, il est déjà très bon en 2011, au début de la décennie, mais 2015, il est pas là, il est blessé. 2020, il joue pas du tout. Donc, il y a 8 saisons. James Harden, il y a 8 saisons au plus haut niveau, plus 2 années, alors plus une année tout au début où il est déjà à 27 minutes par match au Thunder, il sort du banc, mais il y a aussi la 2012. 2012, c'est la 9e année, on va dire, et qui est pas du niveau de celle de Houston, mais qui est quand même très 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 bonne, et qui est en tout cas plus qu'une saison où Durant ne joue pas, de facto. Donc, je me faisais un peu la réflexion, est-ce que vraiment Kevin Durant a été à ce point meilleur
sur ces 8 années pour que ces 8 années pèsent plus que les 10 et en particulier les 9 de James Harden sur la décennie? Je te pose la question. J'entends tout à fait l'argument, ça me paraît tout à fait défendable. Moi, j'avoue que je ne peux pas ne pas m'empêcher de m'enlever de la tête que les performances de Durant dans les finales 2017 et 2018 doivent avoir un poids très conséquent. Et pour moi, c'est ça qui le met en premier. Et alors, on peut me rétorquer que ça fait partie du... Là, c'est un peu du narratif de dire ça, mais... Enfin, je sais pas. Et, alors, il y a aussi une partie, sans doute, de moi qui met Durant premier parce que presque philosophiquement, je le trouve tellement... je trouve que c'est tellement la star parfaite, Durant. On peut le faire jouer avec n'importe qui, tout marche, il n'y a aucun problème. Il peut jouer on-ball, off-ball. Il est meilleur en défense qu'Harden, me semble-t-il. Oui. Que pour moi, il reste premier. J'entends ton argument. Je serai pas, je vais pas hurler si on le met premier. Mais je maintiens que pour moi, Durant est premier. Je me demande à quel point, et je pense que les auditeurs ont ça actuellement, ils s'arrachent les cheveux, mais à quel point il y a pas, j'ai pas envie en tout cas qu'il y ait un biais du pic, si tu vois ce que je veux dire, où j'ai aucun souci à ce qu'on vienne de me dire que Kevin Durant est un meilleur pic ou un meilleur profil théorique, mais, et je vous promets que j'ai pas fait ce classement-là exprès pour ça, mais le critère qu'on s'était fixé, c'est quand même la valeur cumulée, et je me dis, finalement, en valeur cumulée, si on compte les saisons, Harden en a plus, quoi. Et pour moi, Harden n'était pas moins bon à ce point pour que la somme des 10 ans de Harden soit plus petite que seulement 8 de Kevin Durant. Mais du coup, ce qui m'amène aussi à l'autre point, c'est pour ça que moi, j'hésitais à mettre Kawhi Leonard aussi haut, et notamment devant des Paul George ou Jimmy Butler, parce qu'il y avait moins de longévité, beaucoup moins de minutage et tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, finalement, si je fais cette réflexion sur James Harden, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas la faire aussi sur Chris Paul, qui a aussi plus de saisons que Kevin Durant? Je ne sais pas. Ça dépend comment est-ce qu'on pondère tout ça, en fait. Oui, mais voilà, c'est l'éternel débat qu'on a à peu près à chaque fois, en fait. C'est quand on parle de valeur cumulée, quel coefficient on met à certaines performances. Et tu vois, c'est ce que je disais par rapport à Giannis tout à l'heure. Pour moi, 2 saisons MVP de Giannis, ça, c'est tellement coefficienté, en quelque sorte, qu'en valeur cumulée, ça vaut plus que, je sais pas, 5 saisons moyennes. Ou même 5 saisons All-Star moyennes. Et pareil, les 2 finales de Kevin Durant ou les playoffs 2019 de Kawhi Leonard, ça vaut tellement plus que 2 saisons All-Star de plus, par exemple, de Anthony Davis ou Paul George. Ah ouais, à ce point? Ouais. D'accord, ok. Ouais, j'avoue que je suis plus linéaire dans mes pondérations, du coup. Ouais, je comprends. Je comprends, et tu vois, enfin, même, après, moi, j'aime beaucoup Kevin Durant. J'avoue que, pour moi, Durant, il n'y a pas les mêmes valeurs non plus, ne serait-ce que sur le playmaking, quoi. Et il n'y a pas de what if et tout ce que tu veux, mais le fait est que Harden a été le moteur d'attaque avec scoring plus playmaking, et même au-delà, si on met un peu de côté le classement pour l'instant, mais même tu vois, je suis pas sûr qu'il y avait un tel écart que ça entre le meilleur Kevin Durant et le meilleur James Harden en termes de pic, quoi, sur cette décennie, parce que ok, le scoring était moins efficace, mais en même temps, Kevin Durant aurait été incapable d'être un moteur à décalage et de porter une équipe comme le fait James Harden. Et toute sa carrière, d'ailleurs, il a été à côté d'autres joueurs qui faisaient ça. Oui, mais à l'inverse, on peut se dire James Harden n'aurait jamais été capable d'être Kevin Durant chez les Warriors. Oui, effectivement. Alors, en termes de je sais plus comment on appelle ça là, mais de valeur ajoutée justement qui se neutralise. Ouais. Bon, donc oui, mais le débat est, je pense qu'on peut ne pas s'en sortir, hein, mais voilà, moi je pense que je récompense plus en un sens la capacité d'adaptation de Durant et les pics des finales par rapport à la longévité exceptionnelle d'Harden et bon, et je sanctionne sans doute plus certaines performances en playoff d'Harden. Mais je comprends qu'on puisse hésiter. Parce qu'en plus, on l'avait fait avec toi, hein, Kevin Durant, il me semble. On l'avait fait ensemble au tout début. Mais on n'avait personne à qui comparer. C'est vrai. On avait Kyle Lowry et voilà. Il avait quand même battu Kyle Lowry. Non, mais tu vois, Kevin Durant, le profil théorique est fabuleux. Après, est-ce que c'est pas plus facile de s'insérer dans ce modèle des Warriors quand tu as son profil? Enfin, c'est pas tant lui qui déplace le curseur comparé par exemple à James Harden ou Chris Paul qui prennent des équipes plus faibles et qui à la force d'être un moteur offensif qui fait tout, qui augmente le niveau de l'équipe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je me pose la question aussi, je sais pas. Je sais pas.
Je sais pas. D'ailleurs, tiens, au passage, Harden, du coup, comparé à Chris Paul, est-ce que pour toi, il y a match ou pas? Non. Non. À ce point, il n'y a pas match? Non, mais j'ai un peu hésité, hein, c'est vrai, parce que la production offensive d'Harden est très largement supérieure en termes de scoring. Chris Paul est un bien meilleur défenseur. Et Chris Paul aussi, en termes de longévité, c'est incroyable. Et en plus, il n'y a pas ces 2 premières années d'Harden à OKC qui baissent un petit peu, entre guillemets, son total. J'ai hésité un peu, et puis finalement, je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu plus logique de mettre Harden devant. Parce que, en fait, mon problème, c'est que si je veux mettre Harden devant Kevin Durant, par cohérence, il faut que je bouge aussi Chris Paul. Il faut que je mette aussi Chris Paul devant Durant, parce qu'il techniquement, il a plus de saisons et que je pense pas qu'il y ait un tel écart, quoi. Oui, mais pas forcément, parce que tu peux te dire aussi que... Enfin, ça dépend quel écart tu mets entre Harden et Chris Paul, quoi. C'est ça. Pour moi, en fait, pour moi, au départ, je me disais, il y a un groupe un peu... Il y a un groupe Curry, Durant, Harden, je savais pas trop comment les classer les uns par rapport aux autres. Sans doute que aussi je suis biaisé par rapport à Harden, hein, peut-être. Bon, il me semble que non, mais en même temps, c'est le principe du bien, c'est qu'il me semble que non. mais ouais, je me dis aussi, du coup, est-ce que je vais pas sous-estimer la candidature de Chris Paul, qui arrive déjà, il est très fort en arrivant, qui n'a aucun trou sur la décennie, qui a toujours beaucoup de longévité, qui a toujours beaucoup de valeur. Enfin, je sais pas, je me dis Chris Paul aussi. Je ne sais pas. Je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Je maintiens mon Durant à la première place, mais bon, voilà. J'ai envie de me cacher, je me cache derrière l'argument du nombre de saisons, en fait. Hein. On va dire que je pense pas qu'il y ait un tel écart. Je pense pas que les saisons de Durant étaient à ce point meilleures. Les 8 de Durant étaient à ce point meilleures que les 10 d'Harden, on va dire. Ou que les 8 de Harden, si on fait la comparaison, le duel. Et au final, on rajoute les 2 premières de Harden, surtout la 2012, en fait, qui est quand même de bon calibre. Et surtout, si on prend en compte les playoffs, parce que moi aussi, je pense que je prends moins en compte les playoffs que toi, sans doute. Oui, parce que s'il s'agit de saison régulière, moi je suis d'accord pour mettre Harden devant. Hein. Mais c'est. En fait, c'est compliqué parce que je prends en compte les playoffs, mais sans doute beaucoup moins que certains le font aussi. Parce que tout simplement, en termes de nombre de matchs, c'est ridicule l'échantillon de playoff, mais en même temps, tu peux te dire c'est les matchs qui comptent. Voilà, c'est les matchs qui comptent, c'est là où on voit l'adaptabilité ultime. Bon. Écoute, je vais le mettre premier pour faire réagir le Discord. Comme ça, on aura un peu d'activité. Mais non, j'ai aucune idée. Et tu vois, je me dis, mais Chris Paul. Bon, bref, on va s'arrêter là, c'est parce qu'on est déjà. Arrêtons-nous là. Ok, faisons comme ça et ça va être amené à bouger, je pense, de toute façon. Ok. Donc, du coup, le quiz, c'est un qui a volé un MVP. Est-ce que t'es. je déconne. Surtout qu'on me prend déjà bien pour un fan de Harden, et c'est vrai. Qui est sur le terrain. Alors, j'ai un peu galéré pour le quiz parce qu'en fait, on connaît par cœur toutes les équipes des Rockets, et même le Thunder, on les connaît bien. Du coup, j'ai fait un qui est sur le terrain. Il met un poster dunk sur Pau Gasol. Tu t'en souviens sans doute pas beaucoup. Nous sommes le 31 mars 2016. Est-ce que tu es capable de me citer des équipes, des joueurs sur le terrain de ce match Houston-Chicago? En plus, j'ai fait exprès de prendre parce qu'on avait fait Pau Gasol dans cet épisode. Donc, des joueurs sur le terrain au moment du poster sur Pau Gasol. Attends, donc il y a Gasol en face. Non, en face, je vais commencer par Chicago. Doit y avoir Butler. Oui. Doit y avoir. Est-ce qu'il y a Noah? Non. Pas sur le terrain. Ouais, non. Gibson. Pas sur le terrain. Déjà parti, Taj Gibson. Mince alors. Compliqué, hein, Chicago, c'est compliqué. Hein, alors, il y a l'homme qui donne des coups de poing, mais c'est pas Draymond Green, c'est celui d'avant. Mirotic. Non. Non, Portis du coup. Exactement, Bobby Portis. Ouais, il y a Bobby Portis. Est-ce qu'il y a, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais est-ce qu'il y a Denzel Valentine? Non, je crois qu'il est encore à Michigan State, si je dis pas de bêtises. 31 mars 2016. Il y a le MIP 2010. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? MIP 2010. MIP avec les Rockets. Un arrière-shooter, petit. Aaron Brooks. Exactement, Aaron Brooks est sur le terrain. Et puis le dernier des Bulls, c'est quelqu'un qui s'est fait bousculer pendant un jump shot par Antetokounmpo en playoff. Tu te rappelles pas de ça? Non. Le jeune Antetokounmpo qui charge. C'était un shooter qui avait un père d'ailleurs, un père coach et joueur NBA. Et son nom du coup c'est Junior. Il avait le même nom que son père, même prénom je veux dire. Qui est passé par Milwaukee, si je dis pas de bêtises, Milwaukee, les Bulls. John Lucas? Non, c'était Mike Dunleavy Jr. Ah oui, il est encore là lui. Ah, oui, ouais, d'accord. il est encore là.
Oui, il devait être un peu vieux, mais oui, d'accord. Ouais. Voilà pour Chicago, Gasol, Butler, Aaron Brooks, Bobby Portis et Mike Dunleavy Jr. C'est les Harlem Globetrotters. Et du coup, du côté de Houston, on a Harden et Capella. Capella, non. Il est encore backup. Il est backup de Dwight Howard. Dwight Howard, évidemment. Ah bah oui. Ah oui, c'est la saison avec Dwight Howard. Oh là, oui. Donc, attends, il y avait qui d'autre? Il n'y a pas Chris Paul, il y a celui d'avant. Ah bah oui, il y a Patrick Beverley. Beverley, ouais. Il y a l'ailier que tu connais sans doute, qui est passé partout, qui a eu un titre aux Lakers d'ailleurs. Trevor Ariza. Exactement, Trevor Ariza. Et le dernier, c'est un intérieur européen qui a failli partir à Détroit au bout d'un moment. Spécialiste du poste bas, lituanien, si je dis pas de bêtises. Ah, Moti Jonas. Exactement, Moti Jonas. Ouais. Donc voilà, pour qui est sur le terrain, de ce poster dunk. Bon voilà, on connaît tout hein, sur les équipes de James Harden, tous les rosters. Oui, mais tu vois, celle-là, ouais. Ça a été marrant. Moti Jonas, je sais pas le prononcer, et Howard, c'est un truc que D'Antoni aurait pas fait après, quoi. Non, d'avoir deux gars comme ça. Surtout que l'autre homme de cette rotation, c'était Terrence Jones. Donc pas beaucoup plus de 3 points non plus. Ouais. Mais bon, voilà pour James Harden.